Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour effectuer mon best book of 2022. Oui, je le dis en français, je sais, c'est pas terrible mais j'ai un accent pitoyable. Grosso modo, on va voir ensemble les meilleurs livres que j'ai lus cette année et j'en ai sélectionné 15 pour vous. J'aurais pu en sélectionner plus et c'est pour ça qu'il y aura des mentions spéciales, genre grosse dédicace à ces livres que j'ai beaucoup aimés mais qui étaient presque des coups de cœur. Mais on verra ça à la fin parce que la vidéo risque d'être quand même relativement longue. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit peu de force en likant la vidéo, en me mettant un petit commentaire. Si vous êtes trop timide pour commenter, eh bien vous n'avez qu'à mettre l'emoji confetti, un petit peu fiesta, boom et tout, genre la fiesta quoi. Parce que bah voilà, 2023 est là, de nouvelles lectures sont en prévision. J'ai d'ailleurs déjà lu 2 livres en 2023, donc je trouve que je commence plutôt bien l'année. Et bien sûr, pensez aussi à vous abonner afin de me soutenir. Et c'est parti, on va commencer du coup avec le numéro 15, puisque oui, il y a un classement. Et il s'agit de Sois beau et tais-toi de Syed M. Massoud. Je vous en ai parlé dans un de mes updates lecture, comme c'est le cas pour la majorité des livres. Les seuls livres où je vous en ai pas parlé, c'est parce que j'ai pas fait encore l'update lecture de décembre, mais je vous en ai parlé dans un update lecture et ça a été une révélation ce livre, notamment grâce à la plume de Syed M. Massoud qui est absolument génialissime. J'ai découvert sa plume cette année et j'ai très hâte du coup de découvrir d'autres titres de cet auteur. C'est un livre qui parle de diversité mais pas que, parce qu'on va avoir aussi une petite romance. On va suivre Daniel qui est un lycéen qui d'après tous ses proches n'est pas très intelligent, mais il a beaucoup d'autres avantages puisqu'il c'est un très beau garçon et ses parents du coup mettent ça en avant quand ils veulent le présenter à une autre famille pakistanaise, puisqu'il est coutume en fait chez les Pakistanais de se fiancer relativement tôt et Daniel lui il a pas forcément envie de se fiancer, il voit la vie d'une manière très différente, il rêve d'être en couple déjà avec la fille qu'il aime le plus au monde et dont il est amoureux depuis des mois et des mois et des mois, mais surtout il rêve d'être chef cuisinier parce qu'il adore la cuisine, c'est vraiment sa passion. D'ailleurs il a un petit job à côté de ses études puisqu'il est je crois qu'il est serveur dans un restaurant, mais voilà, il a une petite affection avec le directeur du restaurant et souvent il est quand même aux cuisines derrière les fourneaux et pour lui c'est une révélation, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Mais ses parents voient pas vraiment ça d'un très bon oeil parce que c'est pas un métier qui est selon eux bien évidemment respectable. Pour eux il faut qu'il soit avocat, docteur, ingénieur, mais voilà, travailler dans un restaurant c'est pas assez sûr comme métier. Et à travers tout ça il fait aussi la connaissance de Bisma qui est une jeune fille qui vient d'emménager avec ses parents, qui a 1 an de plus que lui et donc du coup qui est à l'université, qui fait des études scientifiques et qui est un excellent parti et du coup ses parents se précipitent pour le mettre en couple avec Bisma. Mais en fait Bisma non plus n'est pas forcément intéressée par l'idée de se mettre en couple, surtout que elle a ce qu'on appelle une tâche en fait dans son CV de la femme parfaite et elle en fait part directement à notre protagoniste et lui il est absolument pas dérangé par ça. Ils deviennent amis en fait et ensemble ils vont s'entraider dans le livre et c'est une très belle histoire de bienveillance, d'ouverture d'esprit, féministe aussi, qui essaye de mettre en avant tout ce qui est tradition avec modernité et en fait c'est un équilibre qu'il y a tout le long du roman et c'est très touchant, c'est magnifique. On parle bien évidemment aussi de la religion musulmane sur un petit peu tous ces aspects. On fait part aussi forcément, puisque le livre se passe aux États-Unis, des préjugés qu'il y a sur les musulmans et aussi bien sûr de ce que la connotation musulmane fait comme raccourci, à savoir souvent le terrorisme malheureusement, alors que voilà c'est pas du tout le cas. Et il en parle dans son roman, il dénonce beaucoup de choses mais il le fait avec une certaine bienveillance qui m'a énormément touchée. Moi il y a plein de choses que je connaissais pas dans la culture pakistanaise et il explique les choses et c'est tellement bien fait et on s'accroche à ce livre qui est à mon sens relativement très doudou. Le numéro 14, il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson. J'ai découvert la plume de Margaret Rogerson cette année. J'ai commencé par lire Sorcerer of Thorn que j'ai bien aimé mais qui n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup de personnes ont eu pour ce livre
Par contre, quand j'ai lu Vespertine, il y a vraiment eu un déclic et j'ai adoré ma lecture, mais vraiment. J'ai trouvé que c'était un roman qui était très abouti, qui allait vraiment au fond des choses pour un one shot en plus, où l'univers était hyper développé et où les personnages étaient vraiment très attachants. On va suivre dans ce roman Artemisia qui est une sœur grise, enfin elle aimerait en devenir une, à savoir que dans le monde en fait où elle vit de fantasy, eh bien les âmes doivent être purifiées, les morts doivent être purifiés au moment de leur décès, sinon ils reviennent à la vie et ils hantent les vivants sous différents aspects. Les spectres en fait changent selon la mort que les vivants ont eue, et si c'est des morts très violentes, eh bien ils vont être dans une certaine catégorie, la catégorie 5 je crois ou quelque chose comme ça, et ils vont être très durs à tuer en fait, et ils vont s'en prendre aux vivants. Du coup le rôle d'Artemisia c'est que ça ne se produise pas, et pour ça eh bien elle s'occupe des morts et ça lui va très bien. Elle n'est pas du tout à l'aise avec les vivants, elle a vécu des traumatismes en étant enfant qui la hantent toujours, et du coup la solitude et le recueillement qu'il y a en fait auprès des sœurs grises et le fait de s'occuper des morts, ça lui fait du bien en fait pour elle, ça l'aide à cicatriser, que ce soit mentalement mais aussi physiquement. Mais un jour malheureusement son couvent va être attaqué par justement plein de spectres différents, et pour s'en sortir elle va devoir faire quelque chose d'interdit, à savoir porter un talisman où dedans une âme est enfermée, et c'est une des âmes les plus dangereuses au monde. Il y en a très peu, je crois qu'il y en a 4 ou 5 je crois, et certaines ont disparu, mais ce talisman là enferme une âme très précieuse, très ancienne et très en colère, puisque sa mort a été particulièrement violente, mais on n'en sait pas plus. On sait juste que pour enfermer cette âme dans ce talisman qui est un bijou, eh bien une des sœurs grises a dû se sacrifier, et eh bien Artemisia est obligée de porter le talisman, parce que quand vous portez ce talisman il y a des pouvoirs en fait qui se débloquent forcément dû à la force du spectre, et le spectre va tenter de prendre possession d'Artemisia. Donc en fait ça va être tout le long du roman une pseudo-guerre, pseudo-rivalité j'ai envie de dire dans la tête d'Artemisia, parce qu'il va essayer de prendre le contrôle, il va y avoir des échanges entre eux dans sa tête, et finalement ils vont devoir faire équipe pour trouver qui est le responsable de cette lancée de zombies sur le couvent d'Artemisia, et ils vont se rendre compte que c'est pas une chose isolée et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre qui se trame derrière. C'est un excellent roman, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les deux personnages qu'on suivait, donc à savoir le Revenant et Artemisia ensemble, ça formait un duo de choc et c'était vraiment hyper cool, vraiment très bien fait. En 13e position nous allons retrouver Iron Widow de Xiran Jay Zhao, que j'ai lu en janvier dernier quand il est sorti, et pareil ça avait été une excellente lecture. C'est une histoire qui s'inspire beaucoup du folklore chinois et asiatique, puisque l'auteur en fait est asiatique tout simplement, et elle a voulu mettre ses traditions en avant. Donc on va se retrouver dans un roman de fantasy mais inspiré par ce folklore, où en fait il y a des monstres, mais des monstres énormes qui ont commencé à attaquer en fait la planète. Alors ça se passe pas vraiment dans notre univers, on ne sait pas trop, c'est sur une planète tout du moins, et la seule solution pour l'humanité de s'en sortir c'est de construire en fait des énormes machines magiques qui se nourrissent en fait du psyché des conducteurs, et en fait ils sont obligés d'être deux, à savoir une femme et un homme, pour que le yin et le yang en fait soient complètement équilibrés. Et notre héroïne qui s'appelle Zetian va s'engager dans cette armée justement où les combats font rage et où les femmes sont clairement données en sacrifice, parce que si les hommes résistent bien en fait à supporter ces machines de guerre qui sont énormes, hein, c'est des gros trucs genre style Godzilla où vous rentrez dedans et vous les pilotez, et bien les femmes généralement meurent très facilement, parce que selon les hommes elles n'ont pas un psyché assez fort. Mais Zetian va survivre, et c'est très bien pour elle, parce que elle, quand elle a rejoint l'armée, c'est pas forcément pour se sacrifier, clairement c'est pour venger sa sœur qui elle a été sacrifiée par l'armée et qui est morte du coup dans une de ces machines, et du coup elle décide de venger sa sœur, et elle va réussir à survivre, ce qui est exceptionnel, parce que normalement les conjointes, les femmes en fait n'ont pas assez de je sais plus comment ça s'appelle, moi j'appelle ça le psyché, mais en fait elles n'ont pas assez de force intérieure, et du coup elles meurent très rapidement. Mais on va se rendre compte que la force intérieure bien de notre héroïne est très élevée, et elle va tout faire pour mettre en œuvre sa vengeance. Vu qu'elle va faire aussi partie de l'élite, elle va aussi devoir mener des combats vraiment
vraiment très important. C'est un roman très féministe qui met en avant la situation de la femme, qui met en avant les inégalités, qui dénonce beaucoup de choses et que j'ai énormément apprécié. J'ai adoré ce roman. On a aussi un polyamour dans ce livre-là. Je l'avais pas dit au moment de mon update lecture pour pas forcément spoiler, mais depuis l'information a bien circulé, donc il y a un polyamour. C'était la première fois que je découvrais un livre avec un polyamour et j'ai adoré. J'ai trouvé le roman très touchant, bien des aspects, très bien écrit aussi, et je l'avais lu hyper rapidement et j'ai très hâte que le tome 2 sorte. En numéro 12, nous avons Attention spoiler de Olivia Dead, que j'ai découvert cet été, et pareil, excellente lecture, c'est pour ça qu'il se retrouve d'ailleurs dans ce classement. C'est une romance contemporaine que je savais que j'allais aimer, mais je ne pensais pas autant l'aimer en fait. Il s'agit d'une romance plus size, donc ça veut dire que un des protagonistes est considéré comme gros en fait, et là il s'agit de notre héroïne qui s'appelle April et que j'ai adoré. J'ai adoré ce personnage, je l'ai trouvé absolument fabuleux. Donc c'est une romance qui va avoir lieu avec Marcus, qui est donc notre protagoniste principal masculin. L'histoire commence sur les réseaux sociaux puisque April est très fan d'une saga de livres qui a été adaptée en série, et du coup elle écrit des textes par rapport à ce livre là, ce qu'on peut considérer comme de la fanfiction, et elle écrit ça sur un réseau en fait où les gens écrivent aussi des fanfictions sur ce livre là. Et il y a cette série qui est adaptée où Marcus est un des acteurs principaux, et il est très fan aussi des livres, mais il n'est pas du tout fan de ce que les scénaristes ont fait de livres en série, et du coup il se gêne pas pour critiquer ce choix scénaristique sur les réseaux sociaux, mais notamment sur cette plateforme d'écriture où il a un petit pseudo, personne ne sait bien évidemment que c'est ce grand acteur que tout le monde adore, et il écrit beaucoup de textes aussi, et les deux du coup se rencontrent sur cette plateforme là, deviennent amis, et au fur et à mesure vont développer des sentiments assez compliqués, plutôt amoureux, mais ils se sont jamais vus, ils savent pas à quoi ils se ressemblent l'un et l'autre, donc voilà, ils ont un certain attachement qui est très mignon, mais un jour, April va publier une photo d'elle sur Twitter, et en fait c'est un cosplay justement d'une des héroïnes du roman, et les gens vont se moquer puisque vu qu'elle est grosse, et eh bien elle va se faire lyncher sur les réseaux sociaux en disant mais cette personnage elle est trop grosse, c'est moche, nanani nanana, enfin bref, le bonheur des réseaux sociaux on va dire. Et Marcus en tant qu'acteur va voir cette photo, va voir le harcèlement qu'il y a eu, et du coup eh bien il va défendre April en ne sachant pas que c'est son amie, et il va lui dire qu'elle est très belle et que bah voilà, elle a pas à s'en faire de son image, sauf que les gens du coup le traitent d'hypocrite, et il dit que non, il la trouve vraiment belle et il l'invite à dîner, et du coup April accepte eh bien d'aller dîner avec lui, et en fait durant ce dîner ils vont parler l'un et l'autre, et April va lui expliquer que bah en fait elle écrit des fanfictions, il va lui demander son pseudo, et quand il va comprendre que eh bien c'est la fille pour laquelle il a un gros crush, et bah du coup ça va tout changer. Il va pas lui dire lui qui il est parce que il lui fait confiance, mais il a quand même peur que son pseudo tourne et qu'après il y ait des procès, etc. parce qu'il joue sa carrière en fait en faisant ces petites bêtises comme ça sur les réseaux sociaux. Donc il va pas lui dire, mais il va vouloir la revoir absolument, il va tomber amoureux d'elle et il va y avoir une relation entre eux, et ça va être absolument génial. J'ai pleuré en lisant ce livre parce que les messages qui sont véhiculés m'ont énormément touchée, je l'ai trouvé magnifiquement bien écrit, hyper beau dans la réalité des choses, et surtout très bienveillant. C'est une romance belle, magnifique, qui montre que l'amour, eh bien, il n'y a pas de définition propre, il n'y a pas de corps parfait. L'amour est une définition pour chacun d'entre nous qui est différente, et j'ai trouvé ça absolument magnifique comme message, et la relation qu'ils ont est magnifique, je vous le recommande, il se lit hyper vite même s'il est relativement gros. En plus il est sorti en poche et la couverture poche est très jolie, donc vraiment foncez si vous voulez en savoir plus. En 11e position on va retrouver La Carte des Confins, le tome 2 par Marie Replin. J'ai relu le premier tome de La Carte des Confins, mais vu que c'était une relecture, je l'ai pas mis dans mon top puisque j'ai davantage en plus apprécié le tome 2 qui était une vraie découverte et que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en plus cet été, donc j'étais vraiment dans la vibes un petit peu fantasy maritime, et ça a été une très belle lecture, je me suis pas du tout ennuyée. C'est une histoire de pirates, de magie, de sorcellerie, d'aventure, d'épreuves aussi, où nos protagonistes sont Blake et
Cali. Blake est un capitaine pirate qui recherche absolument au début du tome 1 tout du moins une boussole qui l'emmènera en fait à la carte des confins, et cette boussole magique en fait vous montre ce que vous aimez le plus, ce que vous désirez le plus, et lui il veut cette carte des confins afin de découvrir ces terres qui sont inexplorées, magiques, et où apparemment les dieux en fait se sont retirés. Et de l'autre côté on a Cali qui est une jeune voleuse qui a pas mal de secrets et qui a un passé un petit peu trouble et qui vend justement cette boussole magique, et du coup au début du roman ils vont se rencontrer pour cette transaction, mais ça va pas très bien tourner et ils vont devoir faire équipe et être embarqués ensemble dans cette grande aventure. C'est un très beau roman, une très belle saga, une duologie, la première en plus de Marie Replin et que j'ai adoré. Je connaissais le tome 1 donc ça voilà, je vous l'ai dit, c'était une relecture, mais le tome 2 c'était vraiment super, plein d'aventures, il y a eu beaucoup de rebondissements, il s'est passé beaucoup de choses. Contrairement à la majorité des gens, pour moi ce tome 2 est pas du tout une déception parce que j'ai vu les avis sur Booknote notamment et moi j'ai adoré en fait, je me suis pas ennuyée, il n'y a pas de lenteur à mon sens parce que j'ai vu que c'est ce qui revenait le plus. Moi j'ai pas du tout vu de lenteur, au contraire je trouvais que c'était bourré d'action puisque, bon je peux pas vous dire ce qui se passe mais disons que les objectifs recherchés dans le tome 1 eh bien on les trouve dans le tome 2 et voilà c'est vraiment, il y a plein de choses, la romance aussi bien évidemment que j'ai adoré entre Blake et Cali qui m'a beaucoup touchée, et la fin que j'ai trouvée très belle, et j'ai regretté de quitter l'univers, j'avais envie d'en savoir plus. On arrive au numéro 10 avec Vanja et le loup de Margaret Owen qui a été lu en novembre ou en octobre, je sais plus, c'est une de mes dernières lectures et j'ai adoré, c'était absolument magnifique, génial. C'est une histoire qu'on peut assimiler un petit peu à un conte de fées mais très sombre, puisqu'en fait le résumé nous dit que nous avons d'un côté une princesse et de l'autre sa servante, et que la princesse en fait a été fiancée à un noble vivant dans un autre pays, et que du coup elles vont devoir faire le trajet ensemble dans le carrosse, mais que au moment de l'arrivée de ce carrosse au château du noble, eh bien les places ont été échangées. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais en tout cas la princesse est devenue la servante et la servante est devenue la princesse, et on ne sait pas si c'est du coup d'un commun accord, elles ont fait un pacte, est-ce que c'est la servante qui du coup a réussi à prendre la place de la princesse, est-ce que au contraire c'est la princesse qui a voulu prendre la place de la servante parce qu'elle voulait pas de ce mariage. Voilà, il y a plein de mystères qui rôdent autour de ces livres là, c'est comme ça qu'est le résumé, mais c'est beaucoup plus que ça et vous allez vite le comprendre puisque nous allons suivre Vanja qui est notre héroïne, qui est de base la servante justement au début du roman et qui va se transformer en princesse, et on l'a su au début du roman alors qu'elle est princesse depuis 1 an et elle est dans une soirée dansante, un bal en fait, où elle va s'amuser à aller voler les aristocrates puisque c'est ce qu'elle fait de mieux, elle veut voler les aristocrates afin de s'enfuir le plus loin possible du pays avec une petite somme d'argent, sauf qu'elle va voler des aristocrates qui sont protégés par une déesse, et quand elle va s'échapper de cette soirée, eh bien la déesse va la maudire et va lui donner comme malédiction de se transformer en sa propre cupidité, à savoir que eh bien des pierres précieuses vont commencer à pousser sur elle à droite, à gauche, ça va être un peu compliqué, et elle a je crois 7 jours ou 10 jours, je sais plus, ou peut-être 1 mois, je sais plus, au terme de délai, pour du coup inverser le procédé de cette malédiction. Bah c'est pas du tout comment elle va faire, parce que au début du roman, Vanja ne pense qu'à une chose, sa propre sécurité, son propre avenir. Elle a vécu beaucoup de choses traumatisantes, sombres, pas très glorieuses, qui lui ont fait comprendre que du coup la seule personne qui pouvait s'aider, se sauver et prendre soin d'elle, et eh bien c'était elle-même. C'était une héroïne qui est très grise du coup, qui fait des choses pas bien, des choses bien, mais qui s'est... Enfin vous voyez, elle est très nuancée et j'ai aimé justement cette nuance qu'elle met en avant, j'ai aimé justement cette héroïne qui était... vraiment très touchante, qui était badass en plus au possible, très intelligente et qui a pas mal de capacités et de flèches à son arc, et j'ai aussi aimé la romance parce qu'il y a une romance dans ces livres là et c'est trop bien. Il y a aussi toute une enquête qu'on va suivre avec des complots et des rebondissements et c'était vraiment génial. En fait le résumé ne vous donne que 5% du livre tellement il y a de choses qui se passent dans ce livre là, j'ai pas du tout été déçue. Le seul petit truc, je vous l'avais dit dans mon note de lecture, qui était un petit peu relou, c'était que l'autrice utilisait des mots germaniques, alors je sais pas si c'est de l'allemand, du russe, bref, slave en tout cas, qui existe ou pas, je ne sais pas, mais où il n'y avait pas forcément de traduction et de notes. Alors au fur et à mesure on comprend un petit peu leur signification, mais je trouvais que ça me sortait un petit peu du roman, c'est le seul regret que j'ai, mais
pour l'histoire, les personnages, la romance qui est trop incroyable, je vous le conseille. Franchement c'était trop bien. Un tome 2 est prévu, il n'est pas encore sorti en VO, mais j'ai trop hâte qu'il sorte en VF. En numéro 9, nous avons Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling que j'ai lu très récemment. Ça a été ma dernière lecture du mois de décembre puisque je l'ai eu en fait dans mes cadeaux de Noël et je voulais absolument le lire dans la période de Noël, donc j'en ai profité pour le lire en décembre et ça a été une lecture. Mon dieu, c'était absolument génialissime. J'ai adoré cette histoire, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme jamais, c'est hyper touchant. En fait on va suivre Jack qui est un petit garçon de 7 ans qui a vécu des choses pas très rigolotes, notamment la séparation de ses parents en fait quand il était plus jeune et il se raccroche absolument éperdument à son doudou qui est un cochon qui s'appelle Elle Cochonne, plus communément appelé LC, et c'est son doudou depuis qu'il est tout petit, il l'adore, il a vécu de grandes aventures avec lui, il joue tout le temps avec lui, enfin il lui apporte beaucoup de réconfort, c'est un doudou qui le comprend et il n'a pas besoin de parler pour que voilà il arrive à le comprendre et le réconforter quand ça va pas, et malheureusement à la veille de Noël eh bien il va perdre LC et ça va être absolument tragique, horrible, mais il y a un cochon de Noël qui va apparaître et qui va l'aider la nuit du 24 au 25 et qui va lui dire que voilà son doudou n'est pas perdu, on peut aller le chercher dans un autre monde où les jouets en fait, ou les objets même peuvent être perdus mais retrouvés par les humains. Aucun petit garçon ou petite fille n'ont jamais été dans ce nouveau monde qui est régi par le grand perdeur, et en fait le grand perdeur est le grand méchant, c'est un monstre énorme qui mange les objets perdus et pas réclamés par les humains. Et c'est une très belle histoire, franchement je peux que vous la recommander, c'est de la jeunesse mais c'est une histoire magnifique, mais waouh, je pensais pas autant aimer et je pensais pas pleurer quoi, mais j'ai pleuré comme jamais. Vraiment c'est très touchant et je vous invite très fortement à le découvrir, vraiment j'ai pas d'autres mots. Le numéro 8, il s'agit du tome 3 de Prince Cruel, donc La Reine sans Royaume de Holly Blake, qui est sorti cette année aussi chez Rajo, que j'ai lu, j'ai même fait un vlog entièrement dédié à cette lecture. Donc je pense que je vous le remettrai juste ici. Ça a été une lecture que j'ai adorée de toute la saga Le Prince Cruel. Ce tome est mon préféré, mais vraiment. Il est beaucoup moins sombre que les autres tomes et surtout il a beaucoup de messages que j'ai aimés et il a cette particularité d'être, comme je vous le disais, moins sombre, mais surtout avec beaucoup de messages d'espoir, une romance beaucoup plus saine dans ce troisième tome, ce qui n'était pas le cas dans le premier tome et dans le deuxième tome entre Jude et Cardan. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à cette romance, mais dans le tome 3 franchement c'était vraiment très plaisant de les suivre et surtout on a beaucoup de réponses, on a vraiment la conclusion que j'attendais et que je voulais pour ce roman là, donc c'est pour ça aussi que je l'ai autant aimé. Encore une fois bien évidemment il va y avoir des complots puisque c'est un univers où voilà il faut avoir 10 coups d'avance pour gagner en fait chaque guerre et chaque bataille, et Jude est une protagoniste, une héroïne absolument formidable qui est très bien construite, qui est hyper intelligente, hyper badass, elle a une force d'esprit incroyable, elle a vécu beaucoup de choses dans toute cette aventure et dans le troisième tome je trouve que elle a enfin la fin qu'elle mérite et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire du coup où on va suivre le petit peuple si vous voulez, où en fait Jude et sa sœur jumelle ainsi que sa sœur aînée ont été enlevées quand elles étaient beaucoup plus petites et elles ont été adoptées par un général faisant partie du petit peuple, je sais plus son nom, je suis vraiment désolée. Et dans le premier tome on va suivre notamment les débuts d'intrigue avec la cour royale parce que Jude veut absolument rejoindre le cercle des chevaliers je crois, et finalement c'est pas exactement ça qui va se passer, il va se passer d'autres trucs parce que les humains sont méprisés en fait dans ce monde là, et Jude et sa sœur jumelle du coup eh bien elles vivent des trucs pas très sympathiques, et dans tout ça il y a le prince Cardan qui en plus en rajoute une couche, ils sont ennemis avec Jude, ils ne peuvent pas se blairer et ils ont une relation hyper malsaine, mais clairement la romance est pas du tout saine dans le tome 1 et pas du tout encore dans le tome 2. Dans le tome 3 comme je vous disais ça s'arrange, c'est beaucoup mieux et
Ouais, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Nous passons au tome 7 avec Pestilence, donc c'est le premier tome des 4 cavaliers de Laura Thalassa. Je mets le premier tome parce que en 2022 j'ai lu le tome 2 et aussi le tome 3, mais je vous en ai pas encore parlé. Et là, début d'année, j'ai lu aussi le tome 4, mais je vous en reparlerai encore une fois, ne vous inquiétez pas. Je mets ce premier tome parce que c'est celui qui m'a le plus marqué et c'est celui que j'ai le plus aimé entre les 3 tomes que j'ai lus en 2022. Bien que j'ai beaucoup aimé le 3e tome Famine, j'avoue que Pestilence reste mon préféré. C'est le seul qui m'a fait ressentir autant d'émotions, qui m'a fait aussi pleurer parce qu'il était très bien écrit et en fait on voit vraiment la différence entre tous les tomes et les émotions que l'autrice a voulu mettre en avant dans tous les tomes qu'elle a écrits, et celui-ci me parle beaucoup plus, il est beaucoup plus humain en fait. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre du coup Sarah qui est notre héroïne et en fait c'est la fin du monde très clairement. Les 4 cavaliers de l'apocalypse sont apparus il y a 2 ou 3 ans de ça et depuis qu'ils sont apparus il n'y a plus aucune électricité, les avions ne volent plus, les voitures ne marchent plus, rien ne marche en fait et du coup les humains ont dû se faire à ce nouveau monde et Pestilence réapparaît comme je vous le disais 2 ou 3 ans plus tard et du coup son apparition provoque la maladie, la peste en fait et les gens meurent sur son passage et il est dans le nord des États-Unis, donc dans le Canada et dans le Québec, et notre héroïne qui est donc Sarah, encore une fois, quand je l'ai dit, eh bien a pour mission de le tuer. Elle a été sélectionnée au tirage au sort pour tuer le chevalier. Elle sait du coup qu'elle va sûrement en mourir, mais c'est pas grave. Pour sauver l'humanité, elle est prête à ce sacrifice, elle est prête à mourir pour l'humanité et donc du coup elle va réussir à l'achever, sauf qu'en fait on peut pas tuer un cavalier de l'apocalypse et ça elle va l'apprendre à ses dépens mais comme jamais, et elle va le tuer, le brûler, il va la supplier pour rester en vie, mais même si elle a pas envie de le tuer et que ça la tue de l'intérieur, que ça la broie de l'intérieur, eh bien elle va quand même le faire. Et quand le cavalier va revenir à lui, parce que oui il va revenir à lui parce que non vous ne pouvez pas le tuer, c'est une créature mythique de Dieu, eh bien il va s'en prendre à Sarah et il va la faire prisonnière et elle va devenir son esclave. Alors c'est pas une dark romance hein, je vous rassure, et leur relation va vraiment être enemies to lover et c'est hyper bien fait. C'est un roman mais absolument magnifique, mon dieu, mais magnifique. La romance est incroyable, il y a tellement de messages et je trouve qu'il introduit vachement bien les autres tomes d'ailleurs qui sont tout aussi bien. Mais voilà, j'ai ma petite préférence pour le premier tome parce que voilà, c'est comme ça que j'ai découvert et je l'ai lu en moins de 24 heures. Un peu comme tous les tomes d'ailleurs, je me rends compte de cette saga, je les ai tous lus en moins de 24 heures et j'ai tout aimé. Donc je vous conseille vraiment cette saga. Et bien évidemment ce premier tome. En numéro 6, nous avons la saga The Mortal Instrument, mais toute la trilogie si vous voulez, Renaissance de Cassandra Clare. J'ai relu le premier tome cette année, puisque j'avais déjà lu ce premier tome parce qu'il était sorti et je l'avais tout de suite lu en 2017, 2016, je sais plus. Et je m'étais arrêtée là et du coup un de mes objectifs de 2022 c'était de rattraper mon retard sur les The Mortal Instrument. J'ai rattrapé mon retard sur toute la trilogie Renaissance et c'était trop bien. Oh là 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 là, cette trilogie Renaissance, franchement, mais les émotions qu'il y a dedans, c'est incroyable. C'est une saga que j'ai adoré découvrir, où on redécouvre des personnages qu'on voyait dans la saga principale de The Mortal Instrument. Donc je sais que c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est hyper longue cette saga. Mais vraiment cette trilogie est pour le moment ma préférée. Mais genre vraiment, il s'est passé tellement de choses. On a une romance dedans entre Julian et Emma qui sont meilleures amies, qui sont aussi parabatailles et on peut pas avoir de romance entre les parabatailles, c'est proscrit, donc c'est une romance interdite, un amour interdit. Si vous saviez tout ce qui se passe dans cette trilogie, tous les rebondissements qu'il y a, mais c'est hallucinant, c'est vraiment une saga incroyable. Je peux pas vraiment rentrer dans le détail parce que si vous avez pas lu en plus la saga de base, ça peut vous spoiler des trucs, donc c'est pas nécessaire, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il faut absolument que vous mettiez aux The Mortal Instruments. Enfin franchement je sais pas ce que vous attendez, moi les The Mortal Instruments, mais toutes les sagas confondues, ça a été des lectures absolument incroyables, des lectures diamants comme on dit, qui font partie de mon top des sagas. Je ne me lasse pas du tout de cette saga. À chaque fois qu'elle lance une nouvelle trilogie dans cet univers, eh bien j'adore les personnages, j'adore la romance, j'adore les intrigues, j'adore l'histoire, j'adore, et il y a toute cette mythologie derrière cet univers qu'elle a créé avec les chasseurs d'ombres. On a tout le monde obscur avec eh bien, les sorcières, les loups-garous, les fées aussi qui sont très importants d'ailleurs dans cette trilogie là. Il y a trop de trucs qui se passent et cette trilogie a été très haute en émotions fortes, vraiment je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions et
J'ai versé ma petite larme à certains moments, j'avoue, encore une fois. Vous remarquerez que les coups de cœur que j'ai, c'est quand même quand je pleure, n'est-ce pas? La meuf est un peu masochiste quand même. Mais vraiment cette saga, je sais que j'ai beaucoup rabâché avec elle, surtout en début d'année parce que c'est là où j'ai relu ces sagas là, Les Immortels Instruments, mais je ne peux que vous les recommander. Il me reste 2 tomes à lire dans cette grande univers, cette grande saga. C'est une nouvelle trilogie, je me suis pas encore plongée dedans parce que je suis comme ça, j'ai peur de souffrir vu que j'ai souffert dans celle-là. Mais vraiment, lisez cette saga quoi, vraiment Les Immortels Instruments. Je sais que c'est une grande saga mais... je sais pas, mettez-vous comme challenge en 2023 de lire un tome par mois s'il le faut, mais vous n'allez pas le regretter, c'est trop bien. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on arrive dans mon top 5 des romans de 2022 et on va commencer par Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout qui est le 2e tome du Feu et la Cendre. J'ai lu le 1er tome en 2022 mais ça n'a pas été un coup de cœur comme ce 2e tome. J'avais passé un bon moment de lecture dans le 1er tome, mais pour ceux qui suivent mes updates de lecture, vous savez ce qui m'a dérangé dans le 1er tome, à savoir la fin qui est complètement partie en cacahuète et qui m'a complètement perdue et où je me suis dit ouais d'accord c'est n'importe quoi, c'est pas du tout crédible, mais voilà, j'étais quand même curieuse, je voulais quand même avoir le fin mot de l'histoire, enfin le fin mot de l'histoire, non, parce que c'est qu'un tome 2 sur je ne sais pas combien de tomes, mais j'avais envie de continuer parce que malgré tout l'histoire m'avait plu, j'avais beaucoup aimé les personnages et dans ce tome 2, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai adoré ce tome, j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors peut-être que le fait de l'avoir lu aussi en lecture commune avec Léana, ça a aidé aussi dans ma lecture, mais j'ai tellement aimé ce tome, je l'ai tellement préféré au premier, je trouve qu'il se passe tellement de choses, que l'univers est tellement mieux exploité, tellement mieux expliqué aussi, parce qu'on a beaucoup d'indications qu'on n'avait pas dans le 1er tome, et en fait on se rend compte que dans le 1er tome, on n'avait que ça de l'univers. En fait on pensait connaître tout l'univers mais on n'avait que ça de l'univers, allez on avait 10% de l'univers sur tout ce qu'il est réellement, et c'est vraiment dans le tome 2 où on a les portes qui s'ouvrent et on comprend dans quel monde on est et on se dit ouais c'est un truc de fou en fait. Dans le 1er tome on va suivre Poppy qui est la pucelle, c'est un statut très particulier de noblesse et d'aristocratie, et surtout c'est l'élu en fait des dieux, c'est à dire que grâce à elle en fait beaucoup de personnes vont pouvoir s'élever et devenir des êtres immortels et gracieux et tout ce que vous voulez. On n'en sait pas plus, on sait juste que l'élévation c'est vraiment de devenir immortel et de devenir encore plus proche des dieux en fait, et c'est grâce à Poppy que beaucoup de personnes vont pouvoir s'élever. On sait pas grand chose, on sait pas vraiment ce qui se passe au début du roman, on sait juste que voilà c'est un univers qui est très rétrograde puisque bah voilà Poppy est une jeune femme qui est la pucelle qui du coup ne peut pas parler à des gens, elle porte un voile et personne ne sait à quoi elle ressemble, elle a pas le droit de parler, elle a pas le droit d'avoir d'amis, elle a pas le droit de sortir, elle a le droit de rien faire, elle a même pas le droit de lire des livres. C'est vraiment une vie très triste qu'elle a, mais elle arrive quand même à s'échapper de sa chambre et à aller visiter la ville puisqu'elle vit dans une grande ville fortifiée où il y a un château où elle vit, et elle aime bien aller se balader dans la ville et surtout dans les tavernes. Elle sait se battre aussi parce que son garde du corps lui a appris, et c'est comme son père d'ailleurs son garde du corps, et elle va faire la rencontre de Castile qui va être son nouveau garde du corps suite à un décès dans ses proches. En fait un de ses gardes a été tué parce que il faut savoir que parce qu'elle représente, eh bien il y a des personnes qui veulent la tuer absolument, donc du coup il y a une grosse sécurité qui est renforcée autour d'elle, et Castile du coup va prendre la place d'un des gardes et il va un petit peu chambouler son monde clairement, ils vont devenir amis et après il va y avoir d'autres trucs. Il va se passer pas mal de choses. En fait au début du roman on comprend pas trop l'univers, on comprend pas trop les intrigues et surtout les intérêts en fait. Ça se dévoile petit à petit dans le tome 1, je peux pas vous en dire grand chose parce qu'il y a des révélations qui se font mais petit à petit au compte-gouttes dans le tome 1, alors que dans le tome 2 bah, toutes les révélations se font, donc du coup j'ai peur de trop vous en dire et de vous spoiler, donc je m'arrêterai là pour le résumer. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est pas ce que vous pensez. Et si vous avez lu le tome 1 et que vous avez été un petit peu déçu ou sur votre faim, je pense que le tome 2 il saura bien vous nourrir. En 4ème position nous avons Amy vs Oliver de Becky Skinner, que j'ai découvert aussi cet été et qui a été une énorme claque, un énorme coup de cœur. Je pensais pas honnêtement
Franchement, je pensais pas que ça serait un tel coup de cœur, mais j'ai tellement aimé ce livre. C'est une romance contemporaine. Je pensais très franchement que ça allait être une petite romance toute mignonne, toute fraîche, parfaite pour l'été, qui allait pas casser trois pattes à un canard, et je me suis bien trompée. Et je pense que c'est parce que j'en attendais pas grand chose que du coup ça a été une telle claque et un tel revirement pour moi, et c'est pour ça que j'ai autant aimé. C'est fou parce que en soi c'est une romance qui aurait pu passer complètement à côté, enfin j'aurais pu passer complètement à côté, mais ça n'a pas été le cas. J'arrive pas encore à comprendre ce qui a fait qu'il y a eu ce petit truc en plus. Encore aujourd'hui, j'arriverai pas à dire ce qui a fait que c'est un tel coup de cœur, j'arriverai pas à mettre les mots dessus. Je sais juste que ça m'a provoqué beaucoup d'émotions et que j'ai été particulièrement touchée par les personnages de cette histoire, par la romance aussi, qui était hyper saine, hyper belle, et où le tout bercé de musique en fait m'a, je sais pas, complètement transmuté, on va dire. On va suivre deux personnages dans cette histoire où les points de vue s'alternent. Nous avons d'abord Amy, qui est notre personnage principal féminin, qui est une première de classe, qui est en dernière année de lycée et qui vise absolument à aller dans une grande université, donc que ce soit Yale, je sais pas, toutes les Harvard, bref, vous voyez un petit peu quoi, les grosses universités. Et pour ça, elle fait tout pour, elle est première de classe, et malheureusement on lui dit que c'est pas assez, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose en plus qui peut un petit peu agrémenter son CV d'étudiante, hein, parce qu'aux États-Unis c'est un petit peu comme ça que ça marche. Et du coup elle décide d'avoir un petit boulot à côté aussi pour aider ses parents, parce que un de ses parents en fait a perdu son travail, donc du coup eh bien elle se dit que avoir en plus ce job ça permettra de mettre un petit peu de beurre dans les épinards par rapport à sa famille. Mais on se rend vite compte que Amy en fait elle est pas du tout soutenue par sa famille, ses parents ne croient pas vraiment à elle, ils essayent de lui dire qu'elle arrivera jamais à atteindre une grande université et qu'il faut vraiment qu'elle se fasse à cette idée. Ils essayent pas du tout de la soutenir dans ce but ultime qu'elle s'est fixé. Sa famille est latino en fait, et vu que c'est des immigrés, ils arrêtent pas de lui dire qu'il faut qu'elle se contente de ce qu'elle a et il faut pas qu'elle vise les étoiles parce qu'elle risque d'être déçue. Et Amy est pas d'accord. Elle se dit qu'elle se donne les moyens de réussir, donc elle va réussir. Et elle commence du coup ce nouveau job où travaille notre cher Oliver, qui est vendeur dans cette boutique de disques du coup. Et Oliver a passé son diplôme l'année dernière, donc il a un an de plus que Amy. Et contrairement à Amy, lui il veut pas du tout aller en grande université. Sa mère au contraire, à l'inverse de Amy, fait tout pour qu'il aille dans une grande université, mais lui il lui a dit écoute chère mère, je n'ai pas envie pour le moment de rentrer dans l'université, je préfère rester en année sabbatique où je travaille dans cette boutique de disques et je verrai l'année prochaine. Sauf que il lui a pas avoué qu'en fait il veut pas du tout faire d'université. Il a trouvé sa voie en étant vendeur de vinyle ou de disques, je sais plus, dans cette boutique, et c'est tout ce qu'il veut faire en fait, c'est son rêve absolu. La musique ça le passionne et il veut pas plus dans la vie. Et du coup les deux vont se rencontrer et bien évidemment ça va faire des étincelles parce que ils sont complètement opposés les deux et ils vont pas forcément s'apprécier au début. Amy a ce complexe aussi de vouloir faire en sorte que tout le monde l'aime. Du coup quand elle va voir qu'Oliver l'aime pas, et ben elle va avoir des sentiments mitigés et elle va au bout d'un moment tout faire pour qu'ils deviennent amis et l'apprécier. Ça va finir par effectivement arriver, ils vont développer une relation amicale et plus peut-être, vous allez voir, mais c'est une très très belle histoire. Oliver aussi qu'on va suivre est un personnage qui est très touchant, qui vit avec sa mère et son père en fait est un petit peu aux abonnés absents parce qu'il est alcoolique et du coup il a beaucoup de problèmes. Et Oliver est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est une romance magnifique, vraiment je vous invite à la découvrir. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'aurez pas forcément de coup de cœur, moi en tout cas je l'ai eu et je sais pas, les émotions qu'il y a dans ce livre, les messages qu'il y a dans ce livre m'ont parlé, m'ont touché et je l'ai trouvé magnifique, voilà, tout simplement. On arrive à mon top 3 et le numéro 3 c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Je vous en ai pas encore parlé puisque je l'ai lu en décembre, mais c'est une histoire absolument magnifique qui m'a fait pleurer puisqu'on parle du deuil et notamment de la mort. C'est une histoire où on va suivre Wallace, qui est un homme d'une quarantaine d'années qui est avocat, qui a réussi dans sa vie professionnelle parce qu'il a monté son cabinet d'avocat. C'est un cabinet qui fonctionne très bien, mais Wallace n'a que ça pour lui. Le reste de sa vie est un petit peu un échec puisqu'il a été marié mais ça s'est fini en divorce et son ex-femme le déteste. Il n'a pas forcément d'amis et en fait tout ce qu'il a dans sa vie c'est le travail, jusqu'au jour où il décède et il fait une crise cardiaque. Et là,
commence sa vie après la mort. Une faucheuse du coup va venir le récupérer et va l'amener au cœur d'une forêt où il y a un passeur, et ce passeur c'est Hugo, et il tient aussi un café de thé en fait, enfin un salon de thé, et Hugo et Wallace du coup eh bien vont se rapprocher. Wallace c'est un personnage qu'on aime pas forcément au début, il est très antipathique, il n'a pas vraiment de cœur, il est très fixé sur sa personne, sur son travail, et d'ailleurs on le voit durant son enterrement parce qu'il va assister à son enterrement, il n'est pas apprécié en fait, et il va s'en rendre compte au fur et à mesure des jours qu'il passe dans ce salon de thé, parce qu'il n'est pas prêt en fait à passer cette porte qui chuchote qu'il y a à l'étage de ce salon de thé et qui emmène en fait les âmes vers un autre monde, un monde meilleur. Mais à partir du moment où ils sont prêts à franchir la porte, et c'est le rôle d'Hugo en fait d'aider ces âmes à traverser dans l'au-delà, et voilà, ce n'est pas prêt, il est pas prêt du tout, et il va du coup un petit peu s'installer dans ce salon de thé avec Hugo et d'autres personnages. Je vous laisserai les découvrir parce qu'ils sont aussi très attachants. Nous avons d'ailleurs un fantôme dans cette histoire qui lui ne veut pas du tout passer la porte, et il reste aussi dans ce salon de thé, et voilà, petit à petit va évoluer en fait, il va faire vraiment grâce à Hugo, à l'aide d'Hugo, il va faire le point sur sa vie et se rendre compte de ce qu'il a fait de mal mais aussi de bien, et ça va être un roman très touchant qui du coup parle du deuil, de l'acceptation de la mort, et aussi de ce qu'on peut laisser comme trace dans la vie qui peut nous suivre même après la mort. Et c'était magnifique, il y a une romance MM dedans que j'ai trouvée hyper touchante, très belle, j'ai pleuré à la fin du livre parce que il y a beaucoup d'émotions voilà, qui sont remontées. Si vous avez perdu un être cher ou même un animal, ou enfin quelqu'un dans votre vie qui a compté, qui est décédé, eh bien je pense que ça va réveiller peut-être des émotions qui ont été mon cas mais qui m'ont fait aussi du bien. Ça m'a beaucoup apaisée, et c'est un livre doudou. D'une certaine manière, c'est très bizarre à dire comme ça, mais c'est un livre doudou qui est tellement bienveillant et tellement beau et tellement bien écrit qu'il vous laissera pas indifférent, c'est sûr. Pour le moment, les personnes qui l'ont lu sont d'accord avec moi, je n'ai vu que des coups de cœur sur ce livre là, donc foncez. Mon numéro 2 pour les livres que j'ai aimé le plus en 2022, un autre livre de TJ Klune. Donc là il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est marrant qu'il soit dans mon top 3, c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas en 2022, que j'ai découvert d'abord avec La maison au milieu de la mer céruléenne et ensuite avec Sous la porte qui chuchote. Et La maison au milieu de la mer céruléenne, là pour le coup c'est vraiment un livre doudou qui va parler d'enfants, qui va parler de magie, puisqu'on va suivre Linus qui pareil est un personnage qui a la quarantaine, qui vit dans une sorte de monotonie. Encore une fois, comme Wallace, il n'a que son travail, mais il est beaucoup moins antipathique que Wallace. Linus est une personne qui est très innocente, qui a le cœur sur la main et qui veut faire les choses bien. Il veut faire son travail bien, et son travail est important puisqu'il aide en fait des orphelins. Il travaille au ministère de la magie, et plus précisément dans le ministère de la famille, et en fait son rôle c'est de visiter des orphelins magiques pour vérifier que eh bien, les enfants soient bien traités et ceux qui ont des pouvoirs magiques puissent avoir l'aide nécessaire pour contrôler leurs pouvoirs et surtout qu'ils ne soient pas rejetés par la société. Et c'est un métier qu'il aime beaucoup. Alors sur les 100 premières pages, on se rend compte que c'est très monotone. La vie de Linus est grise au possible, il n'y a pas de couleur. C'est voilà, métro, dodo, boulot, c'est vraiment voilà, un rituel qu'il a encore et encore et encore. Et il y a beaucoup d'administratifs, et son métier le passionne par des aspects mais par d'autres pas du tout, et il s'éclate pas forcément à 100%. Et un jour le ministère de la magie va lui donner pour mission d'aller visiter un orphelinat qui est très loin, qui est en plein milieu de l'océan, et où il faut absolument qu'il regarde si tout est ok, parce que c'est un orphelinat très spécial, avec des enfants très spéciaux aussi, qui sont d'une certaine catégorie en pouvoir magique, qui sont très élevés, donc ça veut dire qu'ils sont potentiellement dangereux. Et Linus va y aller avec une certaine appréhension quand même, parce qu'il a assez peur, il est assez peureux quand même, et il va faire la connaissance d'Arthur qui est le directeur de cet orphelinat, et bien évidemment il va aussi faire la connaissance de tous les enfants qui y habitent. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 6, et il va se rendre compte des choses auquel il passe à côté, et Arthur va lui faire comprendre que dans la vie il y a tellement plus que le travail, il y a tellement plus aussi que ce qu'on peut imaginer si on accepte de mettre de la couleur dans sa vie. Et c'est un livre magnifique, encore une fois c'est une romance MM,
magnifique, bienveillante, vraiment. Moi j'ai versé ma petite larme à la fin parce qu'il était touchant sur sa conclusion et aussi parce qu'il était beau. C'est un livre beau, c'est un livre qui vous fera du bien, qui vous apportera du réconfort, qui vous montrera le meilleur de l'humanité et qui vous montrera le meilleur en ce monde, et ça fait du bien de voir des livres comme ça. Il n'y a pas un truc de fou, voilà, il n'y a pas de grand méchant, mais c'est les messages qui sont importants et c'est pour ça que je l'ai autant aimé et que je vous invite très fortement à le découvrir. Et nous arrivons à mon top 1 de ce que j'ai aimé le plus en littérature cette année. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. Ouais. C'était sûr qu'il serait dans le classement. Je savais avant de le lire que j'allais aimer ce livre, mais je pensais pas autant l'aimer, très honnêtement. Je pense que je pourrais jamais aimer autant une saga qu'Akotar, de mon point de vue, mais après je laisse la chance à Crescent City. Mais ce premier tome de Crescent City, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors il est énorme, donc vous vous doutez bien qu'il se passe énormément de choses. On va suivre Brice, qui est une demi-fae, donc sa mère est une humaine et son père est un fae, et plus précisément il est le roi de l'automne. Et en fait on vit dans... Enfin, l'histoire se passe, si vous voulez, dans une grande cité qui s'appelle Lunation. Et en fait, dans cette cité, il y a toutes les créatures possibles et inimaginables. Il y a des humains, il y a des fées, il y a des anges, il y a des spectres, il y a des loups-garous, des vampires, il y a des fantômes, il y a tout. Il y a absolument tout. Toutes les créatures possibles et inimaginables que vous pouvez imaginer existent en fait dans ce livre-là. Il y a même des créatures qui se transforment en jaguar, en panthère, en crocodile, il y a des sirènes, enfin vraiment il y a tout. Et du coup c'est un univers qui est très très riche, et en fait on va suivre Brice qui au tout début du roman on voit un petit peu sa vie comme elle est. Donc c'est une jeune fêtarde qui a sa meilleure amie Danica. Elles font les 400 coups ensemble, Danica qui est la chef d'une meute de loups-garous, et voilà, elles s'éclatent ensemble, et malheureusement ça va prendre fin parce que il va se passer un élément tragique qui va basculer leur vie entière, et on va retrouver Brice 2 ans plus tard complètement brisée par ce qui s'est passé et complètement perdue dans le passé en fait, et elle va être choisie pour mener une enquête d'homicide parce qu'en fait elle a été témoin d'un homicide, et ça recommence ces homicides là avec la même manière de tuer, etc. Et du coup, puisqu'elle a été témoin de ça, c'est la dernière chance pour trouver le tueur. Il compte sur elle et sur ses aptitudes. Elle va faire équipe avec Hunt qui est un ange faisant partie de la Légion, et c'est un ange qui est très très puissant puisqu'il contrôle en fait l'orage, enfin les éclairs, bref vous voyez la foudre quoi. Et c'est aussi un ange qui est réduit à l'esclavage parce qu'il s'est rebellé contre les dieux il y a quelques siècles de ça, et du coup il a été réduit en esclavage, mais il a plus ou moins un pacte avec son maître qui lui a dit que si jamais il arrive à résoudre ce meurtre, et eh bien il sera libéré. Donc du coup bien, il fait équipe avec Brice, et ça va pas être terrible au début, franchement ça va être un peu laborieux, ils vont pas du tout s'aimer les deux, ils vont se juger aux premières apparences et tout, et puis finalement bah il va se passer plein de choses. Je peux pas détailler, mais c'est un livre plein de rebondissements, franchement il se passe tellement de trucs, on s'ennuie jamais quoi. Moi je me suis pas du tout ennuyée, les 200-300 dernières pages ça s'amplifie encore plus, j'ai été hyper émue. Franchement il y a des relations dans ce livre là qui sont tellement fortes, et je trouve que c'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vues dans la plume de Sarah J. Maas. C'est son aptitude en fait à mettre en avant les relations humaines entre elles, que ce soit des romances, des amitiés, des liens fraternels, n'importe. Elle exploite un panel d'émotions et de liens qu'il y a entre les personnes, et c'est tellement fort à chaque fois, elle arrive à mettre une intensité dedans qui nous éblouit quoi. Franchement moi j'ai été mais sur les fesses tout le long. Je vais lire le tome 2 en janvier, donc je pense que je commence très très bien l'année. J'ai très hâte, mais vraiment je vous conseille cette lecture, ça a été une claque. Sarah J. Maas quoi, vraiment Sarah J. Maas. Je vais passer très rapidement aux mentions spéciales, je vais pas du tout m'attarder sur les résumés, simplement je veux les nommer parce que j'ai passé d'excellents moments de lecture avec ces livres là, mais il a manqué un tout petit truc pour que ce soit des punaises de coup de cœur, pour rester poli. Donc je vais juste faire une mention spéciale pour ces 5 livres là. Nous avons d'abord
Daisy Jones and the Six de Tyler Jenkins Reid. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice. J'ai tellement aimé que bien évidemment je lirai d'autres livres d'elle. D'ailleurs j'ai les 7 maris d'Evelyn Hugo qui m'attendent dans la pile à lire, donc j'ai très hâte. C'est un livre qui va retracer grosso modo la création d'un groupe de musique jusqu'à sa dissolution, qui est très bien faite, qui est faite sous forme d'interview, donc c'est assez dynamique comme récit. Vous n'avez pas de description, c'est vraiment que une interview, et j'ai eu l'impression du coup en lisant ce livre d'être dans un documentaire Netflix et ça m'a beaucoup plu. Mention spéciale pour The Prison Healer, le premier tome La guérisseuse de Zalindov de Lynette Noni, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il manquait un petit quelque chose pour que je sois complètement scotchée et que ce soit un gros coup de cœur, mais j'espère bien que dans le tome 2 eh bien j'aurai ce petit quelque chose qui m'a manqué. C'est un récit de fantasy où nous allons suivre Kiva, qui a passé des années dans une prison qui s'appelle la prison Zalindov. Elle y est depuis qu'elle est enfant puisqu'elle a été enfermée avec son père, et elle est devenue la guérisseuse de cette prison pour essayer de survivre, et elle va devoir un jour passer des épreuves parce que la reine rebelle a été capturée et donc dans la prison, sauf que elle est dans un coma, elle est dans un très mauvais état, mais les rebelles lui ont fait passer un mot avec sa famille et lui ont dit maintiens la reine rebelle en vie, nous arrivons et nous allons te délivrer. Sauf que, eh bien, vu que la reine rebelle ne peut pas passer les épreuves que la famille royale lui a données, eh bien Kiva va les passer à sa place et ça va être des épreuves, mon dieu, hyper difficiles. Il y a de la magie, il y a une romance, voilà, donc il y a tout ce qu'il faut dans ce roman pour que ça pourrait potentiellement vous plaire. Forcément, mention spéciale aussi pour le tome 2 de The Curse Breaker, qui est un cœur si loyal et solitaire de Brigitte Kemmerer. Le premier tome, je vous l'ai présenté dans les gros coup de cœur de 2021. Le deuxième tome, je l'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Ça m'a un peu déçue, d'ailleurs que ce soit pas un coup de cœur. Je suis pas déçue du livre parce que j'ai adoré vraiment ma lecture, mais il a manqué quelque chose, encore une fois, pour que ça soit vraiment un gros coup de cœur. Mais je pense que je vais avoir un coup de cœur pour le tome 3 puisqu'en fait les personnages du premier tome et les personnages du tome 2 seront regroupés dans le tome 3, et je pense que c'est ça qui me manquait. Ce sont les personnages du premier tome qu'on ne voit plus du tout dans ce tome 2 ou en pointillé seulement, et ils m'ont manqué en fait, tout simplement ils m'ont manqué, je les aime tellement qu'ils m'ont manqué, donc j'ai très hâte de lire le tome 3. Pour ce qui est du tome 1, disons que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et un petit peu aussi La Belle au bois dormant, grosso modo. C'est une réécriture de conte absolument magnifique qui nous emmène au-delà des frontières du château, alors que dans le conte de fées on rentre dans le château. Là ça nous emmène bien plus loin que le château et qui est bourré d'intrigues, et dans le tome 2 c'est encore plus bourré d'intrigues politiques, clairement. Mention spéciale aussi à Une dangereuse alliance de Jeniak Cohen, qui a été ma première romance historique et que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné le goût des romances historiques que j'ai adoré. J'aurais pu le mettre dans mes meilleures lectures très honnêtement de 2022, mais voilà, j'en avais tellement à vous présenter que je le mets dans les mentions spéciales. C'est une histoire où nous allons suivre en fait Vicky, qui va devoir se marier parce que sa sœur en fait s'est enfuie de chez elle, sa sœur aînée, et eh bien sa sœur aînée avoue que son conjoint a été violent avec elle et n'est intéressé que par une seule chose, la fortune de sa famille. Et pour éviter que ça arrive, parce que si jamais les parents de Vicky meurent, et bien toute la fortune et bien est au mari de sa sœur aînée, puisque elles ne sont que des femmes, hein. Et bien pour éviter que ça arrive, Vicky va devoir se marier et trouver the candidat idéal, parce que il faut pas que l'argent tombe dans de mauvaises mains, bien. Donc elle va essayer de se trouver un mari à Londres, et ça va être plein de rebondissements assez drôles par certains moments, assez loufoques, parce que Vicky est une personnage qui est très haute en couleur, qui est passionnée en plus par la plume de Jane Austen, donc elle se réfère beaucoup au personnage de Jane Austen et notamment Elisabeth. Donc vraiment c'était très bien fait, et dedans en plus je m'y attendais pas, mais il y avait plein de petits complots parce que quelqu'un cherche réellement à tuer les parents de Vicky, mais aussi Vicky. Donc du coup on va essayer de comprendre qui est derrière. On pense que c'est potentiellement le mari de la sœur aînée de Vicky, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué, et en fait on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus d'ennemis que ça. Et dernier livre pour la mention spéciale, il s'agit de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. J'ai lu le premier et le deuxième tome, donc les deux tomes auraient pu être dans ce classement, mais voilà, je mets le premier tome. Mention spéciale parce que j'ai passé un excellent moment de lecture, franchement ça se lit hyper bien, hyper fluide. Le seul petit bémol que j'ai eu, c'était à cause de la romance dans le premier tome, notamment parce que il y avait un espèce de triangle amoureux
amoureux qui pour moi n'avait pas sa place en fait dans l'histoire. Il y a déjà assez à faire dans l'histoire pour qu'il y ait une romance et je trouvais que c'était trop la romance. Surtout que l'héroïne sait pas trop vers qui elle se tourne et tout et c'était un peu chiant j'avoue. Mais sinon l'histoire et l'intrigue en elle-même étaient hyper intéressantes. C'était la première fois que je lisais un roman de ce genre là où en fait notre héroïne qui s'appelle Avery hérite d'une fortune d'un vieux monsieur qu'elle ne connaît pas, elle ne l'a jamais rencontré, pourtant elle est l'héritière unique de toute sa fortune et c'est un truc de fou parce qu'elle vit dans la misère en plus. La seule condition c'est qu'elle doit vivre 1 an dans son manoir familial et du coup avec sa famille, donc les autres héritiers qui n'ont pas eu du tout d'argent. Et pour comprendre pourquoi en fait elle a été nommée héritière de sa fortune, et bien il y a un jeu de pistes qui est lancé pour qu'elle comprenne ce qui se passe en fait dans sa vie, pourquoi il y a autant de changements. Et bien évidemment entre ces jeux de pistes là, et bien on va forcément vouloir intenter à sa vie parce que bah c'est l'héritière et du coup on veut son argent. Et voilà pour mon best book of 2022, les meilleurs livres que j'ai lus en 2022. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une vidéo spéciale livre que c'était une grosse déception, n'hésitez pas à me le dire, je pense honnêtement la faire, donc n'hésitez pas à me dire si quand même ça vous intéresse. Et aussi j'attends de votre côté votre avis sur les livres que j'ai pu lire, que j'ai adoré, si vous les avez aimés ou pas, et surtout vous, quelles ont été vos meilleures lectures de 2022, ça pourrait me donner des idées si je les ai dans ma palle ou si j'ai envie de les acheter pour les mettre dans ma wishlist, donc n'hésitez surtout pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.